Bonjour à tous. Eh bien, nous sommes heureux de vous accueillir pour cette nouvelle webconférence du FOD. Effectivement, après avoir vu avec vous le mois dernier les plateformes, en fait, on va aborder aujourd'hui l'accessibilité numérique et la pédagogie inclusive. Est-ce que tout le monde m'entend bien ? Oui, super. Alors, donc en fait, c'est un sujet, la pédagogie inclusive et l'accessibilité numérique, ce sont des sujets qu'on aborde assez régulièrement au FOD, soit à travers les webinars ou les rencontres ou d'autres productions, notamment dans les livres blancs. Cette année, enfin cette fois-ci, on va dire, c'est la première fois qu'on réaborde ce sujet-là dans une webconférence depuis que 2020 est passé par là. Donc, ça a certainement un peu bouleversé, accéléré ou changé un petit peu les approches. Donc, en fait, on a souhaité, en préparant ce webinaire avec Aurélia, en fait, faire un webinaire en 3 temps. Dans un premier temps, vous allez avoir donc Audrey Magnier, qui est experte en accessibilité web. Je laisserai se présenter chez Access 42, qui va nous refaire un petit rappel, une petite piqûre de rappel sur la réglementation, mais pas que, on va dire, RGA, etc. Ensuite, dans un second temps, en fait, on va voir Isabelle Ondemarque, qui est conseillère en formation continue au CAFOC de Créteil, qui va nous parler en fait de pédagogie inclusive et de tout ce qui se fait en inspiration de nos collègues canadiens, confrères canadiens. Et ensuite, dans un troisième temps, on va voir aussi des applications pratico-pratiques dans un ESRP avec Émilie et Anthony. Donc, Émilie, elle est chargée de soutien pédagogique et référente numérique à l'ESRP Claire Vivre. Et Anthony est informaticien dans cette ESRP. Et puis, on gardera un petit temps, 10 à 15 minutes pour les questions-réponses, en fait, que je vous invite à poser dans le chat. Donc, je vais les relever au fil de l'eau et on les posera à la fin, sauf si vraiment il y a une question qui est directement en lien avec un point abordé qui est assez simple, en fait, où je me permettrai d'interrompre l'intervenante. Voilà. Donc, eh bien, sans plus tarder, on peut commencer. La parole est à toi, Audrey. Mince. Du coup, Aurélien, on peut passer à la diapo. Donc, je suis Audrey Magnès, je suis experte accessibilité numérique chez Access 42. Donc, c'est une société spécialisée dans l'accessibilité numérique. En gros, notre travail consiste à rendre des sites web accessibles aux personnes handicapées. Et plein d'autres choses encore. Mais voilà, si ça vous intéresse, vous irez voir. Et donc, on peut passer. Super. Donc voilà, moi je vais vous parler un peu de l'accessibilité de manière générale et puis de l'accessibilité numérique. Quand on parle d'accessibilité, c'est important de bien reposer les bases et de comprendre que l'accessibilité évolue dans un contexte international de reconnaissance des droits des personnes handicapées. Et il faut citer le texte fondamental de cette reconnaissance, c'est la Convention relative aux droits des personnes handicapées par l'ONU en 2006. Et elle a pour objet, je cite, de promouvoir, protéger et assurer la pleine égale jouissance de tous les droits de l'homme et de toutes les libertés fondamentales par les personnes handicapées et de promouvoir le respect de leur dignité intrinsèque. Donc cette convention, elle vient fixer les règles générales que doivent suivre les États membres pour faire respecter ces droits. Et c'est très important en fait parce qu'il ne s'agit pas d'un sujet parmi tant d'autres, il s'agit bien d'un sujet de droit humain. Et pour cette raison, il ne doit pas être traité ni priorisé ou même dit dépriorisé comme n'importe quel autre sujet technique pourrait l'être. Donc ça, c'est important vraiment quand on parle d'accessibilité d'avoir ça en tête. Et dans cette convention, ce qui est aussi très intéressant, c'est qu'on identifie clairement l'apparition du modèle social du handicap qui, contrairement au modèle médical, identifie clairement la responsabilité de l'environnement et de la société sur l'accessibilité. Hein, on peut lire, donc je vous cite un autre passage, par personnes handicapées, on entend des personnes qui présentent des incapacités physiques, mentales, intellectuelles ou sensorielles durables, dont l'interaction avec diverses barrières. Donc c'est ça qui est important, c'est vraiment l'interaction avec les barrières, donc les barrières de l'environnement qui peut faire obstacle à leur pleine et effective participation à la société sur la base de l'égalité avec les autres. Et donc ça, ce modèle social, on le voit dans la notion de situation de handicap, c'est qui est sur la diapo suivante. Voilà, et donc vous avez tous entendu, enfin, ou pas, mais on parle de personnes en situation de handicap, hein, parce que c'est l'inadaptation de l'environnement aux capacités d'une personne ayant une déficience qui crée la situation de handicap. Ce n'est pas la déficience elle-même
qui crée le handicap, mais c'est bien, le problème vient bien de l'environnement qui n'est pas adapté aux personnes. Donc ça, c'est aussi très important à considérer. Quand on parle de handicap, on couvre en fait la multitude de handicaps, handicap physique et sensoriel, donc handicap visuel, malvoyance, troubles de la perception des couleurs, cécité, handicap auditif, donc sourd les personnes sourdes ou malentendantes, handicap moteur, donc ça peut être des faiblesses motrices et qui peuvent aller jusqu'à une incapacité totale à pouvoir bouger. On a aussi les handicaps mentaux, donc ça va rassembler plusieurs types de handicaps. Les handicaps intellectuels, dans lesquels généralement on va retrouver tout ce qui a trait au retard mental. Le handicap cognitif, comme la dyslexie, donc là il n'y a pas de retard mental, c'est un trouble plus qui va avoir attrait là, dans la dyslexie, c'est le décodage, par exemple, de l'écriture. Donc, il n'y a pas de problème de compréhension ou de logique. C'est vraiment un trouble juste du décodage de la lecture. Et puis après, les handicaps psychiques, comme les troubles de l'anxiété. Et on va aussi couvrir des troubles de santé invalidants qui, à première vue, ne sont pas de handicap, mais en fait, qui vont provoquer des déficiences, donc cancer, douleurs chroniques, allergies, etc. Donc ça, c'est l'accessibilité. Maintenant, on va parler un peu plus d'accessibilité numérique, plus particulièrement. L'accessibilité numérique, qu'est-ce que c'est? Ça permet de rendre tous les supports numériques utilisables par des personnes en situation de handicap et compatibles avec leur technologie d'assistance. Ça va concerner les sites web, les applications mobiles, mais aussi les PDF. Et dans le cadre de ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est aussi rendre les plateformes d'apprentissage en ligne accessibles, et puis les contenus qu'on y diffuse, les vidéos, typiquement. Donc, certaines personnes en situation de handicap vont naviguer avec une technologie d'assistance. Donc, qu'est-ce que c'est une technologie d'assistance? C'est une technologie indispensable pour certaines personnes qui va leur permettre d'accéder au contenu et d'interagir avec. Donc, par exemple, pour les personnes aveugles naviguent sur le web avec un lecteur d'écran. Un lecteur d'écran, c'est quoi? C'est un logiciel qui va lire la page et la retranscrire à l'utilisateur ou à l'utilisatrice, soit au moyen d'une synthèse vocale, donc qui va parler, qui va lui lire ce qui est écrit à l'écran, soit au travers d'une plage braille, vous en voyez une en haut à gauche là sur la photo, soit au moyen d'une plage braille qui va retranscrire en braille le texte qui est écrit à l'écran, donc pour les personnes aveugles qui savent lire le braille. Un autre exemple, pour les personnes qui ont un handicap moteur, qui les empêche de manipuler tout dispositif physique, que ce soit un clavier ou une souris, c'est des gens qui ne vont pas pouvoir bouger et qui vont juste avoir, par exemple, quelques muscles du visage mobile. Ces utilisateurs-là, certains vont utiliser un logiciel de commande vocale. Donc, tout à l'heure, ça a été évoqué, un logiciel de commande vocale. Donc, on va énoncer les actions qu'on veut réaliser. Donc, vous, à la souris, vous cliquez sur un lien. Donc, un utilisateur de commande vocale, il va dire cliquer sur le lien pour réaliser les actions. Et puis, à l'inverse, on a des personnes handicapées qui n'utilisent aucune technologie d'assistance, mais qui ont quand même besoin d'accessibilité. Par exemple, en vous assurant que votre site présente des contrastes suffisants, vous allez permettre aux personnes ayant des difficultés à percevoir les couleurs, comme les personnes daltoniennes, de pouvoir consulter vos contenus. Et puis, l'accessibilité numérique, ça touche bien d'autres handicaps qu'on n'aura pas le temps de détailler ici. Mais voilà, il y a une multitude de handicaps qui sont concernés et une multitude de technologies d'assistance aussi. Vous en avez quelques-unes, vous pourrez aller détailler par vous-même. Et donc, l'accessibilité numérique, c'est donc prendre en compte les besoins des personnes handicapées et les spécificités des technologies d'assistance et construire des sites web en tenant compte de ces diverses conditions d'utilisation. C'est ça, rendre accessible, c'est connaître ses utilisateurs et connaître les technos d'assistance pour rendre le site compatible avec tout ça. En France, l'accessibilité numérique, c'est assez bien réglementé, même si ce n'est pas toujours très respecté, mais on a quand même une loi qui est la loi du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, et dans laquelle on trouve à l'article 47 la chose suivante. Donc, en fait, les services de communication publique en ligne des services de l'État, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent doivent être accessibles aux personnes handicapées. Donc, la loi de 2005, initialement, elle couvrait uniquement le service public. Donc, c'était les personnes morales de droit public ou les personnes morales privées délégataires d'une mission de service public. Et puis, en 2019, un décret est venu étendre ce champ d'application aux sociétés privées avec un chiffre d'affaires supérieur à 250 millions d'euros par an.
Donc, on a certaines sociétés privées maintenant qui doivent rendre leur site, leur support numérique, leur site web accessible. Et puis, dans ce décret de 2019, on a, en plus de l'obligation d'être accessible, on a plein de nouvelles obligations qui sont arrivées. Je vous l'ai dit rapidement, on a des obligations d'affichage. Donc, maintenant, tous les sites web des entités qui sont soumis à la loi doivent afficher une déclaration d'accessibilité. Ils doivent afficher sur leur page d'accueil la mention de leur niveau d'accessibilité. Est-ce qu'ils sont complètement conformes, partiellement conformes, non conformes? Et ils doivent publier un schéma pluriannuel de mise en accessibilité. Donc, c'est-à-dire qu'ils doivent expliquer comment, sur les 3 prochaines années, ils vont rendre accessible l'ensemble de leur système d'information. Quelles formations ils vont mettre en œuvre, quels sites ils vont rendre accessibles, quand, comment, etc. etc. Donc, ça, c'est des nouvelles obligations qui sont apparues. Et au-delà de cette loi de 2005, on a aussi, de manière générale, en fait, sur le handicap, une obligation pour les employeurs aussi, de rendre de toute façon les outils de travail accessibles, puisqu'en fait, en tant qu'employeur, refuser un poste de travail à une personne en situation de handicap au seul prétexte que le logiciel ne serait pas accessible constituerait une discrimination à l'embauche. Et de même que refuser d'adapter le poste de travail d'un salarié ou d'une salariée constituerait ce qu'on appelle un défaut d'aménagement raisonnable. Il y a des ressources, si ces éléments vous intéressent, je ne vais pas rentrer dans les détails, on n'a pas le temps, mais il y a des petits liens dans le diapo avec des ressources. Donc ça, c'est tout beau, on a la loi, et comment on fait? Comment on rend un site accessible? Comment on rend une plateforme de cours en ligne accessible? Alors, pour s'assurer que les technologies d'assistance fonctionnent correctement, en France, on a un outil qui est le RG2A, le référentiel général d'amélioration de l'accessibilité. C'est le référentiel légal français en matière d'accessibilité et il est aujourd'hui dans sa version 4, en 4.1 même, depuis récemment, depuis 2 semaines. C'est un référentiel technique qui se fonde sur une norme internationale qui s'appelle WCAG 2.1. Donc, c'est une norme qui est partagée du coup internationalement. Elle est éditée, cette norme, par un organisme qui s'appelle le W3C, qui est un organisme international de standardisation qui écrit plein de normes, c'est eux qui écrivent la norme HTML, etc. Donc ça, c'est cette norme-là. Le RG2A, c'est un référentiel qui va permettre autant de savoir ce qu'il faut faire pour rendre accessible. On va avoir toute une liste de critères qui va vous dire, pour les images, il faut faire ça, pour les vidéos, il faut faire ça, etc. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Et c'est aussi un référentiel qui va permettre d'évaluer la conformité à la norme. Donc ça, c'est aussi très important. Et donc, le RG2A, dans notre métier d'accessibilité numérique, c'est un document central. C'est tout simplement, c'est notre principal outil de travail et c'est la référence légale. À quel moment on va prendre en compte l'accessibilité? On prend en compte l'accessibilité numérique à tous les moments du projet, depuis son démarrage jusqu'à la fin, et même au-delà. Ça va démarrer dès le cadrage du projet. Quelles sont les technologies employées? Quelle plateforme on va utiliser? Si vous voulez déployer un LMS et que vous voulez vous assurer de son accessibilité, il va falloir commencer à faire un benchmark, par exemple, pour savoir quel est celui qui offre la meilleure accessibilité numérique. Et à ce titre-là, avec le FOD a rédigé un benchmark de certaines plateformes LMS, donc le guide LMS 2021 qui est sorti il y a maintenant 1 mois à peu près, si je ne dis pas de bêtises. Donc et dans ce benchmark des LMS, on a introduit un critère d'accessibilité. Donc tous les LMS qui ont été évalués, ils ont une notation sur leur accessibilité numérique. Donc ça aussi, vous pourrez vous y référer. Donc le cadrage du projet, le design, alors très important, les contrastes de couleurs, on va faire attention aux contrastes des textes, aux composants graphiques, au positionnement des étiquettes de champs de formulaire, qu'elles soient suffisamment visibles. Est-ce que j'ai des informations véhiculées par la couleur qui pourraient ne pas être détectées par un utilisateur qui ne voit pas les couleurs, donc un utilisateur aveugle. Voilà, par exemple. Au moment du développement technique, on va s'assurer que tous les composants ont un intitulé, que tout est utilisable au clavier, que le site reste lisible selon les préférences de l'utilisateur, s'il a augmenté l'interlignage, puisqu'on a des utilisateurs, typiquement des utilisateurs dyslexiques qui vont avoir des préférences d'affichage, notamment augmenter l'interlignage ou peut-être augmenter l'espacement entre les mots. Il faut s'assurer que le site il reste lisible avec ces paramètres. Et puis une fois que tout est bien développé et que le projet il est accessible, il faut s'assurer que sur le long terme, ça reste accessible. Et là, ça va être tous les contenus éditoriaux et les contenus contribués. Donc dès qu'on va publier quelque chose,
un document bureautique, une vidéo, des images, et ben, on va s'assurer que ces contenus sont accessibles. Parce que si le contenu n'est pas accessible, et ben, on a beau avoir une plateforme, elle, qui est accessible, ben, ça ne sert plus à grand-chose. Hein. Et donc là, on a aussi plein de requis sur tous ces éléments-là. Donc, toutes les personnes qui participent à la fabrication d'un site web sont concernées par la mise en accessibilité. Et c'est souvent ça qui est le plus difficile, c'est vraiment la pérennité de l'accessibilité numérique. Et pour les formations, alors là, du coup, c'est un chantier encore plus vaste, puisqu'en fait, ce qu'il est important aussi de comprendre, c'est que pour rendre la formation à distance, la formation et la formation à distance particulièrement accessible, c'est qu'il faut bien prendre en compte tout le processus, et c'est tout le processus qui doit être accessible. Depuis l'information sur vos formations, hein, le site web, les programmes de formation, vos moyens de contact, hein, quels sont les moyens de contact, un formulaire en ligne, est-ce que c'est un formulaire papier qu'il faut renvoyer, les supports pédagogiques que vous fournissez, s'assurer que les PowerPoint, PDF soient conformes. Si vous faites des classes virtuelles, c'est le logiciel de visioconférence. Donc là aussi, on va s'assurer que le logiciel de visioconférence répond à certaines attentes d'accessibilité. La plateforme de cours en ligne, donc ça on en a parlé, hein, le LMS, s'assurer qu'il est accessible, que les contenus qu'on produit sont accessibles, et puis tout ce qui va avoir trait à l'évaluation, hein, si vous faites des questionnaires ou des certifications en ligne, s'assurer que tout ça c'est accessible à vos utilisateurs. Et je terminerai du coup juste sur la dernière chose, comme ça après j'ai fini. Voilà, c'est que on a des apprenants qui sont en situation de handicap, mais on a aussi des formateurs et des formatrices qui sont en situation de handicap, et ça c'est important, et que ces formateurs et formatrices veulent produire du contenu, et il faut qu'en fait les interfaces d'édition elles-mêmes soient accessibles. Hein. Les espaces de contribution des LMS devraient être accessibles pour permettre à ces formateurs et formatrices de contribuer. On a aussi une norme en accessibilité numérique qui relève de nombreux critères desquels doivent répondre les outils d'édition en ligne. Donc, il y a la norme ATAG là-dessus, je n'entrerai pas du tout dans les détails. C'est juste pour info, voilà, qu'il y a les apprenants, mais il y a aussi les formateurs et formatrices auxquels il faut penser. Et pour moi, c'est bon. Bien, merci Audrey. C'était simple et concis, je crois. Du coup, on va pouvoir passer à Isabelle, qui va nous parler plus en détail, effectivement, qui va revenir sur les formateurs, les scénarios, les ressources. Voilà, à toi Isabelle. Merci Loïc. Bonjour à tous. Donc, je suis Isabelle Ondermark, conseillère en formation continue au CAFOC de Créteil, donc pour le réseau des Greta. Et donc, de par effectivement mon parcours en ingénierie de formation, je vais venir intervenir en complémentarité de ce qu'a dit Audrey ce matin sur l'accessibilité numérique, on va dire technique, pour questionner l'accessibilité que j'appellerais pédagogique de tout ce qu'on peut mettre en ligne pour la formation à distance. Donc là, Aurélia, je veux bien un petit coup de... Voilà, merci, une petite avancée. Donc là, ce que nous a présenté effectivement Audrey permet de permettre à tous les apprenants d'avoir accès aux outils et aux contenus. Mais ce qu'on peut questionner aussi, c'est est-ce que ces outils et ces contenus sont conçus pour tous et, on va dire, utilisables de façon véritablement performante par tous. Je vais reprendre effectivement l'exemple du confinement, où on a pu voir que, au-delà de la question de l'accès aux outils pédagogiques, se posaient des questions d'engagement des apprenants, de réussite au parcours, d'abandon de beaucoup d'apprenants, et que ces questions-là, il n'y avait pas que le fait que l'outil soit accessible sur un smartphone ou qu'il puisse être lu par différents lecteurs qui résolvaient cette question, mais il y avait autre chose qui relevait de la pédagogie et de l'ingénierie du parcours mis à disposition des apprenants. Donc l'accessibilité, c'est une première étape
mais on peut poser plusieurs autres étapes en termes de parcours. Mon outil est accessible, c'est bien, mais est-ce que mon outil est préhensible au sens que est-ce que les apprenants vont pouvoir s'en saisir facilement? Je vais prendre l'exemple d'une plateforme sur laquelle on mettrait des tas de contenus disponibles. Ce n'est pas pour ça que les apprenants vont s'en emparer, ni qu'ils vont savoir par où ils vont prendre le bon sens d'utilisation des contenus, ni quel est le sens le plus pertinent pour eux d'utilisation des contenus. Donc, il faut donner des éléments aux apprenants pour qu'ils puissent s'emparer des outils que vous leur proposez et puis pouvoir construire pour ça des parcours qui soient adaptés à leurs problématiques. Une fois qu'ils se sont emparés des choses comme prévu, il faut évidemment que ces outils puissent être compréhensibles et jouables dans leur logique, dans leur structuration d'apprenant, c'est-à-dire qu'ils puissent être compatibles avec leur façon d'apprendre, avec leurs problématiques individuelles, donc qu'ils puissent répondre à des besoins qui sont les leurs. Et puis, troisième étape, et non la moindre, il faut que l'ensemble du continuum pédagogique mis à disposition puisse permettre à tous et à chacun de s'engager sur un terme plus ou moins long, qu'il n'y ait pas de rupture, qu'il n'y ait pas de temps sans réponse, qu'il n'y ait pas de difficulté sans solution, et qu'on puisse ainsi se prémunir de l'abandon. Donc, ces étapes sont importantes, nécessaires, et à elles seules, elles ne suffisent pas pour permettre à l'apprenant de se sentir en sécurité dans son parcours de formation. C'est pour ça que, effectivement, la pédagogie qu'on appelle la pédagogie inclusive et qui est née en fait de l'autre côté de l'Atlantique chez nos amis québécois et notamment de toute la théorie autour de la conception universelle de l'apprentissage, permet de prendre en compte ces différentes étapes et ces différents points pour répondre à cet enjeu d'abord important pour tous les praticiens de formation, qui est d'éviter l'abandon, de prévenir l'échec, de ne pas mettre en difficulté les apprenants, mais plutôt de trouver toujours des solutions pour les mettre en situation de réussir, de progresser et d'achever quelque chose. Et puis, le troisième enjeu, c'est d'éviter en fait les ajustements a posteriori. C'est-à-dire, on est vraiment dans une démarche avec la conception universelle de l'apprentissage et la pédagogie inclusive d'une ingénierie faite au démarrage qui prend en compte toutes les problématiques des publics auxquels on s'adresse, problématiques d'apprentissage, problématiques de niveau, problématiques d'acquis à consolider, problématiques d'acquis déjà consolidés, mais qu'il va falloir compléter ou diversifier par d'autres apports. On prend en compte toute cette problématique dès l'entrée en parcours de formation pour prévoir plusieurs hypothèses de travail et plusieurs scénarios de travail. Et on n'est pas dans l'ajustement a posteriori suite à des difficultés, à un échec, mais on est vraiment dans une anticipation pour avoir, dès l'entrée en formation, une panoplie d'outils à proposer aux apprenants. Alors, le principe de la pédagogie inclusive paraît simple. Ce sont des principes qui reposent sur des stratégies d'individualisation extrême des parcours, puisqu'on va partir des besoins et des difficultés de chacun pour concevoir des outils et des parcours adaptés à chacun. Ça questionne aussi bien les contenus de formation, mais aussi les évaluations qui vont être adaptées et qui peuvent être différenciées, les moyens d'expression qu'on met à disposition des apprenants,
comment les apprenants vont-ils pouvoir contribuer, réagir, interagir, apporter eux-mêmes des contenus et des travaux, et puis aussi les moyens mis à disposition des apprenants pour s'engager sous la forme de travail collaboratif, coopératif, de contributions diverses, sous la forme aussi de défis, de jeux, etc., etc. Donc derrière ce principe qui paraît effectivement très simple, toute une chaîne de tâches et toute une ingénierie est complètement re-questionnée, puisque ça questionne l'accessibilité au sens pur dont vous a parlé Audrey, des outils mis à disposition. Ça questionne effectivement les plateformes ou les outils numériques que vous allez pouvoir mettre à disposition des apprenants. Est-ce que ce sont des plateformes qui facilitent une prescription individuelle, qui permettent par exemple de prescrire des contenus différenciés pour chaque apprenant? Est-ce qu'on peut déposer des contenus sous différents formats, tout simplement? Est-ce que les apprenants eux-mêmes peuvent déposer des contenus sous différents formats? Est-ce qu'on peut développer des échanges collaboratifs facilement? Est-ce que les positionnements et les évaluations présents, les modèles de positionnement et d'évaluation présents dans la plateforme permettent des choses suffisamment fines avec des rétroactions avec le formateur suffisamment variées et précises? Toutes ces questions-là se relèvent du spectre des outils mis à disposition. Ça questionne effectivement, bien évidemment, les contenus pédagogiques mis à disposition. Une fois qu'on a, on va dire, grossièrement, une fois qu'on a les tuyaux qui permettent d'avoir des choses fluides qui se mettent en place, il faut prévoir effectivement des contenus adaptés. Donc, ça veut dire réfléchir des contenus à la fois pour des personnes qui auraient des besoins en termes de mémorisation visuelle, ou des contenus démultipliés pour d'autres, des contenus avec des sous-titrages, etc. etc. Ça aussi questionne les contenus en termes de démultiplication des évaluations, des positionnements, et puis ça questionne les contenus dans le principe qu'on va pouvoir proposer des situations authentiques issues d'une situation de base réelle, vécue au plus près des apprenants. Alors, l'autre grand principe que ça va questionner, c'est la scénarisation de l'ensemble. C'est-à-dire que vous allez devoir et pouvoir prévoir différentes portes de démarches de travail en fonction des apprenants, différents embranchements dans les parcours de formation, avec des accès réservés à certains, des accès proposés à d'autres, et pendant ce temps-là, veiller à ce que les objectifs puissent être atteints pour tous. Donc, c'est vraiment des principes simples, mais qui derrière déclenchent des ajustements qui sont quelquefois très fins et qui mettent en place une mécanique qui peut être assez complexe. Alors, derrière la conception universelle de l'apprentissage ou la pédagogie inclusive, il y a souvent des mots-clés qu'on retrouve, les mots-clés qui sont diversifiés, c'est-à-dire varier les supports, comme je vous le disais, pour parler aux différentes intelligences. On parle beaucoup d'intelligence multiple. Par exemple, toujours renforcer une consigne orale par du visuel. Diversifier, ça va être aussi déstructurer des temps collectifs en sous-unités en fonction des besoins de chacun. Ça va être explicité, comme vérifier que les connaissances, qu'il n'y ait pas de connaissances préalables sous-entendues ou de prérequis ou de préacquis dont on supposerait que tout le monde les a bien atteints sans les vérifier.
et mettre à disposition, le cas échéant, les remédiations nécessaires. Ça va être clarifié au plus simple, le vocabulaire, les symboles, la syntaxe des consignes, la structure des textes, les notations, les symboles aussi. Ça va être de guider l'apprenant en mettant en place des plans de travail structurés, visuels pour chacun, et avec, si possible, l'objectif de faire avancer chacun le plus possible en autonomie selon ses besoins et ses capacités. Ça va être enfin de consolider les acquis avec des évaluations périodiques, axées sur des compétences qui tiennent compte des spécificités de chacun, donc qui ne sont pas forcément les mêmes pour tous, et puis d'apporter des remédiations au fil du parcours sur des documents, avec du matériel, avec des variantes dans les parcours pédagogiques. Tout ça pour s'appuyer aussi sur une équipe pédagogique en ressources autour des différents apprenants, des formateurs, des animateurs, des conseillers, voire quelquefois du personnel autour de la santé en complément, pour véritablement aborder l'apprenant dans toute sa diversité et veiller à ce qu'il puisse développer au fil de la formation son autonomie la plus grande possible. Voilà, donc j'en ai fini pour ce bref aperçu de la conception universelle de l'apprentissage qui donc nous vient de l'autre côté de l'Atlantique, qui est effectivement un point un peu plus poussé que les pratiques d'individualisation qu'on peut déjà avoir dans les différentes structures. Et d'ailleurs, nous allons, du côté du CAFOC de Créteil, entamer une démarche de recherche-action avec notamment une université québécoise pour travailler à l'élaboration de préconisations pour une meilleure inclusion des parcours numériques et pour aussi former en conséquence les acteurs de la pédagogique à ces différents principes. Voilà, j'en ai terminé. Je vois qu'il y a plusieurs questions qui sont arrivées dans le chat. Peut-être on les prendra tout à l'heure. Voilà. Oui, du coup, j'ai noté 2 questions sur la première partie. Puis là, j'en ai donné 2, 3 sur cette partie-là. On va enchaîner, puis après, on va reprendre les questions dans l'ordre, je pense. Donc, on va passer maintenant aux choses encore plus concrètes avec Émilie et Anthony. Émilie, c'est à toi. Bonjour à tous, donc nous vous parlons depuis le SRP de Clairvivre. Alors je présente très rapidement et on passe aux pratico-pratiques. Donc le SRP ex-CRP, donc vous connaissez l'appellation CRP plus facilement, Centre de rééducation professionnelle. Et maintenant nous sommes en ESRP, un établissement et service de réadaptation professionnelle. Les personnes que nous accueillons sont toutes reconnues travailleurs handicapés et nous sommes actuellement sur 3 volets, un volet médico-psychosocial, un volet formation et un volet hébergement. Donc sur le volet formation qui nous intéresse aujourd'hui, nous travaillons, Anthony Jolin et moi-même, sur la communication numérique. Et nous allons vous présenter en 4 petites rubriques des outils que nous utilisons pour nos formations à distance, mais également en présentiel, parce que souvent nous avons des vases communicants entre le distanciel et le présentiel. Et enfin, un chantier qui est en cours depuis l'année dernière chez nous sur l'adaptation des supports numériques au public dyslexique. Voilà, donc on va commencer par vous présenter très succinctement le process que nous suivons pour chaque période de FOAD dans l'établissement. Donc c'est Anthony qui va présenter cette partie. Bonjour à tous. Alors, si on peut montrer la slide suivante. Nous, notre problématique, c'est que, en fait, donc, pour les gens qui sont en distanciel, beaucoup d'entre eux n'ont pas de matériel, tout simplement de matériel informatique pour pouvoir se connecter. Donc, la première idée, c'est de faire un recueil des moyens et donc de voir avec la personne
si elle a chez elle les moyens techniques déjà de connexion Internet, parce que ça paraît évident pour les personnes qui vivent en ville, mais nous, on est dans la ruralité, on va dire, donc c'est un peu plus compliqué. Et donc, par exemple, à l'arrivée des personnes sur le centre, on leur demande si ils ont un équipement informatique, éventuellement PC, tablette, s'ils ont une connexion Internet, parce que c'est pareil, c'est pas forcément évident. Et donc, en fonction des réponses, nous, on a par exemple un stock d'ordinateurs portables, et puis éventuellement, des fois du matériel qui peut être adapté aussi, comme des souris verticales, ou des choses comme ça qu'on peut prêter. Et s'ils n'ont pas de matériel et qu'on ne peut pas leur en prêter, ils peuvent faire une demande de financement à la GFIP. Et c'est nos CESF qui s'occupent donc de faire la demande auprès de l'organisme pour avoir les financements. Le réseau domestique, après la connexion Internet, là, on ne peut pas faire grand-chose. On pourrait éventuellement leur prêter du matériel 4G si on pourrait en acheter éventuellement. Voilà. Et donc ça, c'est sur la table pour l'instant des négociations. Et puis nous, on fonctionne, on s'y est pris un peu dans l'urgence aussi avec le confinement, même si c'était sur la table quand même. Toute la partie numérique, c'était quand même sur la table depuis un moment, mais de par le confinement, on a dû quand même réagir assez rapidement. Et comme on bénéficiait de compte Office 365 et qu'on pouvait en faire bénéficier tout le monde, du coup, c'est sur ça qu'on s'est orienté. Donc, en présentiel, on dispense de la formation sur ces outils-là. Et si on ne peut pas le faire, parce qu'il y a des gens qui sont rentrés pendant le confinement, certaines personnes qui n'avaient pas pu avoir la formation en présentiel. Donc là, à ce moment-là, il faut les appeler et puis prendre du temps avec eux pour qu'ils puissent maîtriser les outils. Et pendant nos périodes de FOD, justement, on prévoit des temps de soutien technique de manière individualisée, au fil de la semaine, au fil du mois, sur toute la période, pour tous les stagiaires qui en font la demande. Et puis, donc, pour les personnes qui n'ont pas de réseau Internet, on a la possibilité, puisque la plupart des gens qui sont ici sont hébergés, donc il y a des propositions d'hébergement. Donc ça, c'est pendant le confinement, c'est l'ARS qui nous disait, par exemple, si on pouvait, combien de personnes on pouvait prendre sur site. Et donc, on a mis à disposition des salles dédiées avec du matériel adapté. Et puis, le dernier cas de figure, c'est les personnes qui n'ont pas de réseau Internet, qui n'ont pas de matériel ou qui sont fortement réticentes aussi à l'utilisation du format numérique. Et qui ne souhaitent pas rester sur site. Et qui ne souhaitent pas rester sur site. Donc là, on reste sur du format papier, des consignes téléphoniques, de l'envoi postal. Mais nous, on a une obligation de traçabilité quand même au niveau de la formation. Donc ça, c'est un petit logigramme qui présente un peu tout ça. Donc on peut, alors sur site, on a d'autres logiciels qui sont adaptés puisqu'on a des personnes qui font de la formation tertiaire, donc bureautique, on va dire secrétaire, et qui ont, alors ça nous est arrivé plusieurs fois, des personnes qui ont un handicap important au niveau des membres supérieurs, et donc qui ne peuvent pas taper au clavier. Donc ça paraît dingue, mais en fait, ces personnes-là, elles font quand même de la formation bureautique. Et avec des logiciels comme Dragon, en fait, elles peuvent tout simplement donner des ordres à l'ordinateur pour faire des tâches courantes que nous, on fait au clic de la souris. Donc, on peut vous présenter, alors le logiciel, on ne va pas vous le présenter parce que ce serait un peu long et puis parce qu'il est assez complet, mais en gros, là, vous avez devant les yeux un poste de travail typique d'une personne qui est sur site actuellement. Donc, un PC équipé de Dragon, on a 5 licences. Et donc une souris ergonomique de type pad, parce que c'est son choix, cette personne-là, c'est ce qui lui convient le mieux.
parce que ça, sur les doléances des personnes, c'est à nous après d'acheter le matériel qui est plus adapté. Donc repose-poignet, un porte documents escamotables et après ça peut être aussi double écran par exemple qu'on peut fournir. Cette personne-là, elle a une version de Dragon personnelle qu'elle s'est achetée avant de venir sur site. Donc quand elle a des périodes de stage en entreprise, elle prend son matériel et on lui prête aussi le matériel pour faire ses stages. Qu'est-ce que je peux rajouter? Bon, voilà, c'est le genre de commande vocale que la personne. Donc, soit c'est des commandes vocales qui sont déjà prédéfinies par le logiciel, mais sinon, c'est entièrement personnalisable et paramétrable. Donc, la personne peut décider par un mot-clé de faire une commande à l'ordinateur, d'imprimer, d'ouvrir une page internet. Donc ça, c'est d'ailleurs, ça c'est un document que la personne accueillie a conçu. Hein. C'est un document qu'on lui a piqué. Donc c'est une stagiaire de formation qualifiante tertiaire. Et dans le cadre de ses travaux de bureautique, elle a réalisé notamment cette liste qui lui permet d'avoir comme un petit mémo toujours à côté d'elle sur les commandes vocales de Dragon. Donc, sur les ressources web, moi je vais vous parler surtout de Teams, donc qui est un outil. Après, c'est un outil de visioconférence, en gros comme Zoom ou comme Skype, mais quand même qui permet d'avoir des cohortes d'usagers qui peuvent avoir besoin de devoirs, de ressources pédagogiques en commun. Et parce que nous, dans notre démarche d'approche par compétences, on a décidé d'inclure le numérique comme une compétence parmi tant d'autres. Et donc, avec l'outil Teams, ça nous permet d'avoir aussi une traçabilité, puisque la fonction qui est intéressante, c'est la fonction des devoirs, même si ça reste un peu sur du vocabulaire qui ne correspond pas à la formation professionnelle. Mais c'est quand même une partie qui permet aux formateurs donc, de mettre en ligne des devoirs et du coup aussi de les personnaliser en fonction des handicaps de chacun. Donc ça peut être de la vidéo, ça peut être des liens hypertextes, ça peut être c'est tout ce qu'on veut en fait. Hein, et c'est au formateur après, lui avec sa compétence et son expérience, hein, de savoir ce qu'il doit y mettre comme devoir pour que le stagiaire puisse être à l'aise avec les ressources et qu'il puisse donc continuer son parcours en toute sérénité. Et donc l'outil Teams permet aussi d'avoir une traçabilité sur les devoirs, c'est-à-dire quand est-ce qu'il a été consulté, quand est-ce qu'il a été remis, le temps qu'il y est resté, etc. Donc après, à charge au formateur de faire des commentaires ou des annotations. Donc ça, c'est l'interface Teams, mais qui ressemble à n'importe quelle autre interface. Donc ce qui est pas mal, c'est de pouvoir partager son écran, de prendre la main aussi sur l'écran de la personne, pour éventuellement, si elle est en difficulté, de prendre la main à distance. Donc voilà, donc ça c'est notre outil. Donc le deuxième outil que nous utilisons autant en présentiel qu'en distanciel, c'est Padlet. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un site web mais qui est aussi en version application, téléchargeable sur tablette et smartphone. L'idée, c'est de créer des murs virtuels qui puissent être collaboratifs et personnalisés. On est sur une individualisation complète puisque que ce soit en présentiel ou en FOAD, on fait créer un Padlet sur nos formations préparatoires à chaque stagiaire. Et l'idée, c'est que quand il termine sa formation, le stagiaire repart avec son Padlet qui est toujours actif, qu'il peut continuer à enrichir et sur lequel les ressources lui ont été attribuées. Ça fait peur comme ça, j'ai fait exprès de choisir ce format colonne qui donne une impression de grande confusion, mais en fait c'est le format le plus structuré parmi les formats proposés sur Padlet, parce que sur chaque colonne, vous avez déjà un défilement, une barre de défilement verticale qui permet de naviguer de haut en
bas ou de bas en haut, et c'est un défilement infini. Donc sur une durée de formation de plusieurs mois, c'est très intéressant de pouvoir au fur et à mesure partager avec le stagiaire les ressources nécessaires et de pouvoir les catégoriser par module, par notion. Les stagiaires sont, après 1 ou 2 séances de prise en main, très à l'aise avec cet outil Padlet, quel que soit le handicap rencontré. C'est assez simple en termes d'interface. On a un tableau de bord, on a un bouton de navigation qui permet de créer des Padlets, et ensuite on a quelques boutons de navigation en haut à droite pour partager, pour personnaliser les paramètres, pour accéder aux accès rapides et pour accéder à son compte et à la déconnexion. Pour la publication, c'est très simple aussi. On clique sur le plus, on saisit un titre, on saisit une description ou juste son nom quand le stagiaire nous rend une ressource, par exemple. Et ensuite, nous, on utilise principalement les 2 premiers formats. Soit on va charger des fichiers qui sont contenus dans l'ordinateur, soit on va insérer des liens, on va insérer une adresse URL. Oui, c'est bon, vous pouvez passer à la suivante. Sur la dernière partie, on voulait vous parler du chantier qu'on a en cours sur l'adaptation des supports au public dyslexique. On utilise principalement la charte du FALC, facile à lire et à comprendre, qu'on a bien intégrée dans l'établissement depuis l'année dernière. Notre charte graphique, d'ailleurs, utilise la police TW100MT, qui est une police qui est validée, facile à lire et à comprendre. Beaucoup d'éléments du FALC sont tout à fait transposables dans des adaptations de support au public dyslexique. Donc moi, j'ai travaillé en collaboration avec une stagiaire dyslexique parce que bien évidemment que quand on crée ce type d'adaptation, il faut que ça soit en rapport avec l'utilisateur. Il faut que l'utilisateur puisse être au centre. Donc on a travaillé sur une liste de bonnes pratiques, la forme, le fond. Donc alors la forme, pour commencer, on va avoir quelques astuces de mise en page et de format et de mise en forme du texte. Et le fond, là, ça va plutôt traiter des consignes et de toutes les consignes qui peuvent être illustrées par des auxiliaires visuels. Donc, la mise en page et le format, on est vraiment comme sur les travaux de l'UNAPI, le FALC, un format facile à lire, à suivre et à photocopier. Donc, on est sur du A4 ou du A5 et on évite d'avoir des grands documents. Donc, par exemple, sur des livrets d'apprentissage de formation qualifiante, on va avoir des livrets qui font une 60aine de pages. On va les scinder en plusieurs livrets. Et ça va tranquilliser le public dyslexique et ça va lui permettre d'être sur une progression, étape par étape. Ça, c'est important et on a remarqué que ça avait des effets bénéfiques sur le suivi de leur formation. Sur la mise en page et le format, toujours, on a l'idée de ne pas mettre de fond qui va rendre le texte difficile à lire. Là, les exemples de l'UNAPI, vous voyez que quand on a une image ou un schéma en arrière-plan, c'est impossible de lire le texte qui est en avant-plan. Même principe pour les couleurs contrastées, donc elle en parlait tout à l'heure, Audrey Magnès, il faut qu'il y ait des contrastes pour faciliter la lecture de ce qui apparaît à l'écran. On peut passer à la suivante. Merci. Là, en fait, c'est un exemple de ressources qu'on utilise sur la formation préparatoire en atelier de communication en français. L'idée, c'est de faciliter la structure de la page et donc le repérage pour le public dyslexique avec des bordures, des encadrements, des séparateurs visuels, des titres et sous-titres qui vont apparaître en gras de façon à ce qu'on ait des contenus fragmentés où le regard ne se perd pas. Il faut favoriser la stagiaire avec laquelle j'ai travaillé me l'a rappelé à plusieurs reprises, une lecture naturelle, c'est-à-dire à l'horizontale. Quand on a des rubriques qui sont présentées dans des menus verticaux, il faut vraiment qu'on ait un rappel de cadre très flashy pour que le regard soit attiré sur la rubrique, sur les rubriques verticales. Ça, c'est important pour faciliter le repérage et ne pas perdre de temps. Pour la mise en forme du texte, on recherche des écritures qui sont faciles à lire, c'est-à-dire sans empattement. Donc, on en a plusieurs. Hein. On a Arial, on a Taoma sur les traitements de texte, on a Verdana aussi qui est bien, on a Comics sans MS et on a une police qui est disponible en open source que je n'ai pas notée dans le diaporama, c'est Open Dyslexique. C'est une police qui est téléchargeable, qui est gratuite et qui d'ailleurs a une extension maintenant sur Google Chrome très intéressante qui
s'appelle Dyslexia. Et Dyslexia va permettre de transformer toute vos polices de caractère des pages web que vous avez à l'écran avec la police Open Dyslexique. Pas de style. Ah, pardon, vous pouvez revenir juste une seconde? Merci. On a un interligne, ça aussi, elle a beaucoup insisté dessus, la stagiaire avec laquelle j'ai travaillé, et tous nos stagiaires dyslexiques nous le rappellent. On espace entre les lignes, on fait au moins du 1,5, voire du 2. On évite les styles italiques parce que ça va générer une confusion à la lecture des lettres, et on favorise le style gras et aucune écriture particulière. Donc, je vous ai mis un exemple. L'écriture particulière fantasy en fin de diapo, c'est impossible à lire correctement pour un dyslexique. Il va perdre beaucoup de temps à décoder. Et enfin, pour la dernière partie, donc les consignes de travail, ça n'est pas toujours évident, mais dans la mesure du possible, il faut qu'elles soient claires, brèves et pas trop nombreuses. Plus il y a d'informations, plus ça va générer la confusion pour la personne. Et l'auxiliaire visuel, c'est le b.a.-ba, hein. Je mets une procédure, et à côté, si possible, je mets un auxiliaire visuel. Ça peut être une capture d'écran, ça peut être un pictogramme, un graphique simple. Mais en tout cas, j'accompagne la lecture par l'auxiliaire visuel. C'est un gros chantier quand on commence juste maintenant, mais c'est très intéressant parce qu'une fois qu'on a pris le pli et qu'on commence à automatiser sa manière de créer des documents numériques, après, ça va tout seul et ça devient quelque chose de formalisé, de naturel, et ça serait dommage de s'en priver pour le public qu'on reçoit. On vous a mis quelques références, notamment sur Padlet, Dragon, Teams, quelques logiciels qui vont faciliter la lecture et l'écriture pour le public 10. Et voilà, ça sera tout. Pour terminer, Office 365, tous les modules d'Office 365 ont des lecteurs immersifs aussi, qui permettent de lire les consignes à l'écran. Merci, Émilie et Anthony. C'est très concret, il y avait beaucoup de choses. Il nous reste 8 minutes à peu près pour les questions, donc on va reprendre du départ. En fait, il y en a deux qui concerneraient plutôt Audrey, je pense. En fait, la première qui est assez généraliste, en fait, c'est assez généraliste, des logiciels de visio les plus ou moins accessibles les uns que les autres. En fait, on y a parlé Google Meet dans le chat. En fait, Audrey, qu'est-ce que tu aurais à nous dire sur ce sujet-là? On a Zoom qui est assez accessible de notre point de vue, enfin du point de vue des utilisateurs avec qui on a discuté. En plus, récemment, ils permettent maintenant le sous-titrage automatique pour les comptes gratuits. Je ne sais pas trop quelle est la procédure, mais ça a été activé récemment parce qu'ils ont été inquiétés aux États-Unis justement à cause de ça, puisqu'ils ne fournissaient pas le sous-titrage gratuit Zoom. Donc maintenant, c'est disponible dans Zoom a priori. Voilà, moi, je peux vous renvoyer vers un article, vers une conférence qu'a donnée une de mes collègues, qui est experte accessibilité et utilisatrice experte de lecteur d'écran. Et elle a fait une conférence là-dessus. Ça peut vous donner une idée. Elle a fait un petit benchmark des outils de visioconférence. Je peux mettre le lien quelque part, peut-être. Oui, dans le chat, merci. La seconde question pour toi, c'est ATAG, en fait. Tu peux nous décrypter juste en moins d'une minute, peut-être? Oui, j'allais vite. Mettre un lien, éventuellement. Ouais, ATAG, c'est Authoring Tools, Accessibility Guidelines, donc c'est les règles d'accessibilité pour les outils producteurs de contenu. Et ça concerne tous les outils qui permettent de créer du contenu à destination du web. J'ai vu la question passer, ça va concerner que les CMS et pas les LMS, pas du tout. Ça concerne tous les outils qui permettent de créer du contenu web. Ça peut concerner autant un webmail qui va permettre de créer un mail, donc un contenu web, qu'un CMS type WordPress ou qu'un LMS type Moodle. Ok, merci. Voilà. Il y a eu beaucoup d'échanges aussi, donc du coup après sur la partie d'Isabelle. En fait, donc effectivement, on comprend bien l'intérêt d'anticiper, d'adapter, etc. Mais en fait, il y a beaucoup de gens qui disent oui, mais effectivement, est-ce que la compétence principale d'un formateur, c'est pas de s'adapter au fil de l'eau en fonction de. On peut pas tout prévoir, toujours tout prévoir. Donc, finalement, comment toutes ces démarches en fait de pédagogie inclusive finalement sont renforcées par le cas du handicap en fait? Alors, plusieurs choses. Il y a le cadre du handicap, mais il n'y a pas que le cadre du handicap. Il y a aussi les publics auxquels on s'adresse et qui peuvent présenter d'autres difficultés.
des difficultés parce que ce sont pas de grands lecteurs, parce qu'ils ont gardé une dent contre les mathématiques, parce que voilà. Donc il y a ces publics-là aussi à prendre en compte, pas uniquement les publics en situation de handicap, mais les personnes comme vous et moi qui viennent avec leurs forces et leurs faiblesses dans des champs disciplinaires, dans des apprentissages, dans des façons de mémoriser, de pouvoir utiliser des outils ou pas. Donc voilà, ça c'est un premier élément. Et effectivement, on ne peut pas tout anticiper. Effectivement, le formateur va toujours continuer à s'ajuster et puis à trouver en fonction des retours qui lui sont faits, va pouvoir continuer à trouver des choses pour aller plus loin. C'est quand même beaucoup plus simple quand on l'anticipe. Le principe de la pédagogie, un des principes de la pédagogie inclusive, c'est, comme l'ont très bien montré nos collègues, c'est par exemple, démultiplier les supports, démultiplier les outils, doubler les consignes, etc., etc. Donc ça demande quand même une batterie d'outils suffisamment conséquente et suffisamment prête, si possible, en amont des parcours, pour qu'on puisse justement aborder sereinement les difficultés des apprenants en disant, bon, effectivement, là, j'ai l'outil qui convient pour répondre à ça. Et pas de dire, ah là, je ne sais pas comment faire, ou il va falloir que je bricole quelque chose vite fait. L'idée, c'est de pouvoir anticiper un maximum de choses et d'avoir une batterie de support suffisant pour pouvoir apporter, par exemple, un concept de mathématiques à quelqu'un qui maîtrise déjà les prérequis, et puis le même concept de mathématiques à quelqu'un qui ne maîtrise pas les prérequis, et enfin le même concept de mathématiques à quelqu'un qui a vraiment du mal avec les mathématiques et qui s'en fait une montagne. Donc peut-être que là, il y a peut-être 3 outils pédagogiques différents à construire avec des supports, des exercices, des évaluations qui ne vont pas être les mêmes. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Je pense, du coup. Là, je vois passer une question que j'ai envie de poser. L'accessibilité numérique ne réduit-elle pas les possibilités pédagogiques? En fait, du coup, ça s'adresse peut-être à toi, Isabelle, mais aussi peut-être à Émilie, Anthony. Qui a envie de répondre? Je n'ai pas compris, pardon. L'accessibilité numérique, est-ce finalement, en travaillant sur l'accessibilité numérique, finalement, est-ce qu'on ne réduit pas les possibilités pédagogiques? En fait, je ne sais pas ce qu'on entend par cette question-là. C'est peut-être des ressources moins sophistiquées. Moi, personnellement, je trouve ça assez motivant. Et justement, ça évite de s'endormir sur ses propres pratiques et d'être tout le temps à l'écoute des nouvelles situations qu'on peut rencontrer. Donc, moi, je trouve ça, au contraire, plutôt enrichissant. Je rejoins totalement Anthony. Au contraire, les périodes de FOD qu'on vient de vivre nous ont montré qu'on était sur le champ des possibles. Complètement, tout en faisant très attention à l'usage. Même si c'est un peu stressant, parce qu'on a l'impression de ne pas tout maîtriser, mais c'est aussi, c'est comme ça, c'est à la vie. Ça fait partie de l'expérimentation en pédagogie. En tout cas, si encore une fois, on essaye de le réfléchir un petit peu en termes effectivement de possible, ça permet quand même de donner accès à des apprenants à une multitude de supports, à une multitude d'outils et à une galaxie de possibles qui, moi, me semble pas du tout réduire les possibilités. Après, ce n'est pas forcément antagoniste non plus du présentiel. Ça permet aussi d'enrichir le présentiel et de permettre de prévoir du présentiel avec certains et pendant ce même temps, des accès sur LMS pour d'autres avec des outils bien adaptés à leurs besoins. Ok. Une autre réflexion, là, finalement que je partage assez, mais que j'ai déjà entendu, mais un des auditeurs, une auditrice dit « Je pense que ça peut même aider les personnes qui n'en auraient pas besoin, l'accessibilité numérique et la pédagogie inclusive. » Finalement, vous en pensez quoi, vous? Est-ce que finalement ça apporte aussi concevoir des ressources, des parcours dans une logique d'accessibilité numérique? Est-ce que sinon ça profite à tous? Et si oui,
Oui, parce que nous, on n'avait pas prévu au départ d'intégrer tous ces outils-là à la formation, mais on a été un peu poussé par les événements à mettre justement l'accélérateur. Et donc, du coup, on a gardé les outils même pour les gens qui sont en présentiel. Donc, ça nous permet aussi alors, de les former à ces outils-là, mais de prévoir un lendemain pour ces personnes-là dans d'autres situations de formation. Voilà. Et de modifier leur posture aussi. Leur regard change. Quelqu'un qui est moins en difficulté sur les outils numériques qu'un autre, il va apprendre à collaborer avec l'autre justement pour l'aider dans cette prise en main. Et ça, on n'est pas dans une transmission uniquement formateur-apprenant. On a aussi du travail en petits groupes et en FOAD aussi, où il y a des visioconférences entre stagiaires, où justement chacun va apporter sa pierre à l'édifice. Et c'est très intéressant et ça fait partie des compétences transversales sur lesquelles on fait travailler les stagiaires dans la structure. Donc, c'est super. Très bien. Bah, écoutez, on va rester du coup sur ce mot de la fin, parce qu'en fait, pour rester à l'heure, en fait, je trouve que c'est une belle conclusion. En fait, si tu pouvais partager, du coup, Émilie, pour finir dans le chat, le lien vers le référentiel de Falk, en fait, la question a été posée. Le guide voilà. J'ai vu tout à l'heure passer dans le fil de discussion, le guide du Falk, il est dans notre cytographie en fin de diaporama. Donc, il n'y a pas de souci, il est accessible gratuitement en ligne. Ok, bah écoutez, il me reste à tous vous remercier pour vos interventions, qui étaient très riches et très complémentaires, je trouve. Donc, nous vous invitons, du coup, rappelons que la conférence est enregistrée, qu'elle va être disponible assez rapidement sur le site du FOD, de même que la présentation. Le prochain webinaire, donc du coup, qui aura lieu au mois d'avril, en fait, sera aux alentours du 8 avril, si je ne dis pas de bêtises. J'ai noté la date tout à l'heure. Et puis, sinon, on vous invite aussi, comme d'habitude, en fait, à nous proposer des sujets, si vous avez des sujets que vous souhaitez traiter plus particulièrement, en fait. Voilà. Le 8 avril, Calliope et multimodalité. Effectivement, ça va intéresser beaucoup de monde, je pense. Voilà, je vous souhaite bon après-midi et je vous dis à bientôt.